hier soir, on a eu une belle présentation. C'était vraiment très bien fait sur l'origine de la vie. Et moi, ça fait des années que ça me fascine, ce sujet-là. Et de voir si clairement, et ça, cette documentation-là, elle est à la portée de tous, disponible. Mais il y en a qui veulent pas voir ces choses-là. D'où est-ce que vient la vie? Et on a vu bien expliquer comment est-ce que mathématiquement parlant, c'était la possibilité que la vie ait pris forme tout seul par le hasard. C'est absolument impossible. Les probabilités sont tellement éloignées que dans le monde scientifique, on nous dit que ce genre de probabilité-là, c'est nul, c'est impossible, absolument, et de très loin, beaucoup moins grande possibilité que de gagner la loterie, ça c'est sûr. Puis vous savez qu'il n'y a pas des grandes possibilités de ça. Ça fait que c'est littéralement impossible. Et donc, la conclusion, c'est que il faut vraiment beaucoup de foi pour croire que c'est arrivé comme ça. Et donc, ça prend de la foi pour croire que ça s'est fait tout seul, tout comme ça prend de la foi pour croire que c'est Dieu qui l'a fait. C'est une question de foi. Et ça nous a amené à réaliser que pour la vie spirituelle, la vie éternelle, c'est la même chose. C'est une question de foi. Et comme Jésus l'a si bien présenté, lorsque Lazare était mort, en parlant à ses sœurs, la vie éternelle, la résurrection, la vie, c'est Jésus qui la donne. Et en présentant la question, crois-tu cela? Une vraie question importante. Est-ce qu'on croit? Est-ce qu'on met notre foi dans la parole de Dieu? On peut mettre notre foi dans des paroles d'hommes. Il y a des gens qui disent, non, moi je crois pas ça à la Bible. Je crois pas ça à la Bible, c'est un livre, c'est ci, c'est ça, c'est écrit par des hommes. Ouais, mais dans quoi tu crois? Est-ce que les autres choses dans quoi tu mets ta foi sont fiables? Question importante. Je vous invite à tourner avec moi dans vos Bibles, Psaume 19. Psaume 19, au chef des chants, psaume de David. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux, il achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, et il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon Rédempteur. Que Dieu ajoute sa bénédiction sur sa parole. Et maintenant, ça me fait un plaisir d'encore céder la place à Jonathan. Et préparez-vous bien. C'est non seulement des choses pour le cœur, mais c'est aussi pour l'esprit. Jonathan. Bon, ce matin, on va poursuivre avec la sélection naturelle. Hier soir, ceux qui étaient là, l'origine de la vie. Puis on a parlé de deux mécanismes que les évolutionnistes se servaient pour expliquer leur théorie, qui sont la sélection naturelle puis les mutations favorables. Donc, on va regarder un de ces deux mécanismes-là ce matin. Mais avant ça, je veux faire un résumé,
parce que je pense que c'est important qu'on saisisse bien la différence entre création versus évolution en termes là, assez simples. Fait que là, je parlais tantôt des deux mécanismes. L'évolution, quand on parle d'évolution, on parle d'un arbre. Il faut pas perdre ça de vue. On parle d'une cellule simple qui s'est ensuite complexifiée pour arriver à l'homme. Puis je l'avais dit, le plus compliqué, c'était, là-tu qui s'en souviennent? La femme, c'est ça. Les femmes sont probablement pas d'accord. Mais il y a au moins l'autre moitié de l'assistance qui sont d'accord avec ça. Okay? Mais l'évolution parle d'un mouvement qui est vertical. Hein? Ça implique un ajout énorme et soudain d'informations génétiques permettant de faire des sauts évolutifs d'une espèce à l'autre. Hein? On parle de quelque chose de simple comme une bactérie qui est devenue un crustacé, un poisson. Le poisson a décidé qu'il sortait de l'eau, des amphibiens. Après ça, tu as les reptiles pour arriver aux mammifères, les mammifères terrestres, comme on a. Puis il y a certains mammifères terrestres qui ont décidé de retourner dans l'eau, comme les baleines. Puis là, après ça, tu as les primates, puis jusqu'à l'homme. Fait que ça, c'est quelque chose qui est vertical. Fait qu'il faut ajouter beaucoup d'informations génétiques pour arriver au résultat qui est présentement final, mais la théorie de l'évolution, c'est quelque chose qui est supposé de continuer. Fait qu'éventuellement, il va y avoir quelque chose de mieux que l'homme, et ainsi de suite. Fait que ça, c'est qu'est-ce que la théorie enseigne évolutive. On a vu que la théorie de la création disait au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Ça, c'est qu'est-ce que la Bible enseigne. Ça a été écrit, ça fait 3450 ans. Puis c'est vraiment trouvé dans le canon des Écritures, écrit par Moïse, inspiré par Dieu à cette époque-là. Puis on voyait que Dieu avait créé chaque organisme vivant selon son espèce. Le mot espèce il aurait pu être traduit selon son genre ou selon sa sorte. Fait que, au lieu de parler d'un arbre, quand on parle de création, on parle d'une forêt. Fait qu'on a la sorte ici, on peut avoir une sorte de fleurs. Puis là, les différentes espèces de fleurs qui sont associées à cette sorte-là. On peut avoir la sorte des chiens, on peut avoir la sorte des vaches. Il y a plusieurs sortes d'espèces de vaches différentes, mais tu as les bovins ici. Fait que c'est un arbre. Puis chaque arbre, chaque création de Dieu, chaque sorte avait la possibilité de varier, mais toujours en restant dans sa sorte ou dans son espèce. Fait qu'un poisson n'est jamais devenu un amphibien, selon cette théorie-là. Puis ensuite, il y a eu un déluge. Le déluge a rasé tout ce qu'il y avait sur la terre, à l'exception de Noé, sa famille, puis les animaux qui avaient embarqué dans l'arche. Fait que de là, on a reparti les branches comme on connaît, plus les animaux qu'on peut voir aujourd'hui. Fait que encore une fois, c'est la même chose. On peut parler ici des pinsons ou des sortes de bruants d'oiseaux. Il y en a plusieurs différentes espèces, mais ils viennent d'un ancêtre commun ou originellement commun. Puis on parle pas des millions d'années, mais quelques mille ans. Quelques millénaires maximum à ce niveau-là. Fait que ça, c'est la théorie. Le déluge est important, faut pas le négliger parce qu'il explique beaucoup de choses. Vous en souvenez, il explique les couches géologiques, il explique l'apparition des fossiles, il explique le fait qu'on ait du pétrole, qu'on ait du charbon. Ça l'explique également. Fait que c'est vraiment un point tournant dans la théorie créationniste. Contrairement à l'évolution, on parle d'un changement qui va être horizontal. Une espèce va jamais devenir un autre, sauf qu'il va y avoir beaucoup de variations au travers de cette espèce-là. L'exemple qu'on a vu, qui est bien documenté aujourd'hui, c'est que toutes les espèces de chiens qui existent viennent d'un ancêtre qui serait commun. Quand ils font l'étude pour cet ancêtre-là, ils rapportent à quelques millénaires, là, pas plusieurs millions d'années, mais quelques mille ans. Puis ça semblait quelque chose comme un loup. Puis là, de là, il y a plusieurs espèces qui s'est faites. La plupart même des chiens de race qu'on connaît, ça vient des années 1800, 1600, 1800, où ils ont fait différentes races en faisant différents matchs là, entre mâles et femelles. Puis là, ils ont développé des caractéristiques comme les chiens qu'on a là. Fait que qu'est-ce que ça l'enseigne? Fait qu'on a beaucoup de variétés, mais toujours dans la même espèce. Puis plus que le temps passe, plus qu'on perd de l'information. Là. Le chihuahua, il y a pas mal moins d'informations que le loup, le caniche de moins qu'un coyote. Plus qu'on va, plus qu'on perd de l'information. Puis ceux qui ont des chiens de race, vous allez savoir, les chiens de race comme ça, ils sont beaucoup plus susceptibles à des maladies génétiques. Entre autres parce que avec le temps, leurs gènes ont diminué. Fait que c'est qu'est-ce que la théorie évolutionniste enseigne. Je vais le lire. Dieu créa des espèces parfaites,
ayant dans leur bagage génétique une grande possibilité de variation donnant naissance à d'autres variétés d'animaux, mais toujours de la même espèce, et parfois même avec une perte d'informations génétiques. Fait que plus ça va, on risque d'en perdre, mais tout au moins rester pareil comme on était. Maintenant, on saute dans notre sujet d'aujourd'hui qui est la sélection naturelle. Darwin a défini la sélection naturelle comme l'adaptation des espèces à leur milieu. Fait que les individus les plus adaptés survivent, se reproduisent et donnent leurs traits héréditaires à la génération suivante, tandis que les traits héréditaires de ceux qui sont moins bien adaptés disparaissent. Résumer ça bien simple, c'est la survie du plus fort. Si tu es plus fort, tu vas réussir à avoir des descendants, tes descendants vont pouvoir survivre, puis tu vas pouvoir passer tes gènes au prochain. Si tu étais moins fort ou moins bien adapté à ton milieu de vie, ben il y a des grosses chances que tes descendants soient moins encore, puis tu finis par perdre tes gènes. Fait que c'est naturellement, il y a une sélection qui se fait. Puis ça, c'est des choses qui sont très observables aujourd'hui puis qui existent présentement, puis on le voit encore. Au départ, la sélection naturelle n'explique pas l'origine de la vie. Pourquoi que ça n'expliquerait pas l'origine de la vie? Parce que selon la définition, la sélection naturelle nécessite de la reproduction. Hein? Avant qu'on puisse sélectionner quelque chose, il faut que cette chose-là soit là. Hein? Fait que, aussi, avant que la vie existe, il n'y avait pas de reproduction, on ne pouvait pas rien sélectionner. Si on a un paquet de molécules là, sont pas vivantes, sont mortes, ben on pourra pas dire quelle mort est le mieux. Tu sais, si cette molécule morte-là qui est mieux que cette molécule morte-là sont mortes, il faut qu'il y ait de la vie avant qu'on puisse commencer à sélectionner. Fait que, dans la théorie, la sélection naturelle va jamais expliquer l'origine, le début, l'origine de la vie. Maintenant, selon la théorie évolutive, avec la sélection naturelle, on devrait voir apparaître graduellement dans le passé des espèces de transition, puis il devrait y en avoir beaucoup compte tenu de la diversité du vivant qu'on observe aujourd'hui. Si on regarde l'arbre ici, on parle d'une bactérie simple. Puis là, on a formé des plantes, on a formé des crustacés, on a formé des reptiles, on a formé des oiseaux. Fait que chaque branche d'arbre, quand la branche se divise, il devrait avoir un ancêtre là, qui est comme une forme transitoire, qui était entre, mettons, le poisson puis la grenouille, ou entre le poisson puis le reptile. Il devrait avoir une forme là qui est entre les deux, qui est à moitié poisson, à moitié grenouille. Puis ça, on devrait être capable de le trouver. Puis juste en vous donner une petite idée d'un ordre d'échelle, les organismes vivants présentement sur la planète Terre qui a été décrit, on a 1,5 à 1,8 millions d'organismes vivants décrits sur la planète Terre. Fait que, selon la théorie de l'évolution, on est parti de un organisme vivant, puis on est rendu à 1,5 à 1,8 millions d'organismes vivants décrits. Puis là, les estimations, parce qu'il y a encore beaucoup qui ne sont pas décrits, disent qu'il y aurait entre 5 et 30 millions d'organismes vivants sur la Terre différentes, des espèces différentes. Fait que c'est vraiment, notre arbre, là, c'est vraiment un schéma, là. Il devrait avoir, au bout de chaque branche, là, on devrait avoir présentement 1,5 à 1,8 millions d'espèces différentes, là. Fait qui sont parties d'un ancêtre commun. Fait que si on prend ça comme idée, puis on regarde qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui, ce serait des espèces modernes. On devrait voir dans le passé des espèces transitoires. Puis on devrait en voir beaucoup, puis on devrait en voir des millions, vu qu'on a des millions d'espèces modernes. Fait que comment est-ce qu'on fait pour retourner dans le passé pour essayer de trouver ces espèces transitoires-là? Puis on regarde dans les fossiles. Fait que qu'est-ce que les fossiles nous enseignent? Ça, c'est, je sais pas si vous voyez bien, ça, c'est comme un arbre là, où il y a plein de couches fossiles, les strates de roches là, différentes, enlignées une par-dessus l'autre. En théorie, qu'est-ce qui est dans le bas? Qu'est-ce qui est plus bas? C'est plus vieux. Puis après ça, il y a une autre couche qui s'est mise par-dessus, puis une autre couche qui s'est mise par-dessus. Puis ça, on nous présente ça dans les livres, puis on voit là, les différents ères, le précambrien, paléozoïque, mésozoïque, sténozoïque. Puis là, ils disent, bon, la première ère, ça, c'est là de 4 à 3 milliards d'années. Puis là, ça, c'est les premières couches de roches en bas. Puis après ça, ben, les autres couches par-dessus sont un peu plus jeunes, ainsi de suite. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que pour dater ces roches-là, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils regardent les fossiles qu'il y a à l'intérieur. Fait qu'ils disent, bon, si j'ai tel type de fossile, bon, la roche, elle a tel âge. Mais pour savoir l'âge des fossiles,
eux autres, qu'est-ce qu'ils font? Mais ils regardent dans quelle couche elle est. Fait que si c'est dans la couche du bas, mais il y a tel âge. Si c'est dans la couche du milieu. Fait que ça devient un raisonnement circulaire. Tu as besoin des fossiles pour dater l'âge de ta couche géologique, mais tu as besoin de la couche géologique pour dater l'âge de tes fossiles. Fait que ça tourne en rond, là. Fait qu'on on voit vite que ça tient pas sur grand-chose. Deuxièmement, si demain, ça vous tente de voir la colonne géologique comme ça, comme dans les livres, vous décidez que vous creusez chez vous, vous allez voir ça, ça va jamais arriver, vous allez pas le voir, ça. Parce que ça n'existe pas nulle part, à part dans les livres. La place où ce qu'on voit le plus de succession de roches comme ça, là, c'est le Grand Canyon, puis ça représente à peu près la moitié de qu'est-ce qu'ils décrivent dans les livres. Le reste, ils le prennent un petit peu partout, mettons un petit peu en Russie, un petit peu en Australie, un petit peu en Amérique du Sud. Puis là, ils disent, bon, ben celle-là devrait aller entre elle puis elle. Puis là, ils ont fait une belle colonne comme ça qu'ils mettent dans les livres, là, avec les âges, mais ça n'existe pas nulle part, là. Ça, c'est vraiment juste dans les livres que c'est présent. Okay. Ceci étant dit, les fossiles, qu'est-ce qu'on va retirer des fossiles? N'oubliez pas, on cherche des formes intermédiaires. Hein? Il y a des millions de formes intermédiaires si l'évolution est vraie, puis ça s'est passé comme il en était. Qu'est-ce qu'on trouve des fossiles? C'est que les fossiles apparaissent toujours brutalement puis complètement formés dans le registre. Fait que les fossiles qu'on trouve ici, là, dans l'ère la plus vieille, là, ben, il y a déjà une grande diversité. Il n'y a pas juste une espèce, là. Il y a déjà des centaines d'espèces fossilisées à ce niveau-là. Puis c'est déjà des organismes complexes. Il n'y a pas rien de simple là, qui se retrouve ici. Puis plus qu'on vieillit, mais plus que là, les organismes semblent se complexifier. Fait que la vie, elle semble avoir apparu d'un coup, puis déjà complexe. L'autre chose qu'on observe, c'est que lorsque la vie apparaît dans le registre fossile, on constate qu'il y a déjà une grande diversité. Ah ben, je viens de le mentionner. Fait que les deux, ils apparaissent ensemble. Là, ça nous laisse une question à nous autres, quand même, c'est pourquoi que des couches, il n'y a pas toutes les sortes d'animaux dedans? Tu sais, on pourrait, si on croit à la création, Dieu a créé les animaux, il y a, tout au plus, il y a 2 jours de différence, 3 jours avec les plantes, entre un animal puis une plante. Fait que, pourquoi qu'on les retrouve pas toutes dans les mêmes couches géologiques? Ça, il faut penser au déluge. Puis le déluge explique très, très bien ça. Les organismes les moins mobiles, quand l'eau a commencé à monter, les autres se sont fait attraper très rapidement dans les boues, dans les sédiments. Puis les organismes qu'on trouve là, c'est des organismes plus simples, avec beaucoup moins de mobilité. Puis plus que on avance, on se rend compte que c'est des animaux qui ont de plus en plus de mobilité. Les hommes, quand l'eau a commencé à monter, ils n'ont pas resté là pour attendre que l'eau monte pendant le déluge. Ils ont essayé de grimper, ils sont allés sûrement le plus haut possible pour rester vivants. Certains mammifères aussi, plus faciles à se déplacer, ils ont réussi à le faire. Après ça, on a la couche des dinosaures, les autres qui sont beaucoup moins mobiles que les mammifères. C'est des gros animaux. Fait que ça l'explique très bien pourquoi qu'on retrouve des organismes simples dans le bas, puis des organismes complexes, plus complexes dans le haut, comme les hommes ou comme les mammifères. Fait que ça, c'est qu'est-ce que le registre fossile nous enseigne. Qu'est-ce qu'on a à pas oublier, c'est que ça n'existe pas nulle part, là, ce tableau-là, à part dans les livres. On voit pas ça, là. La meilleure place pour voir des couches géologiques, c'est le Grand Canyon, puis à peu près la moitié de ce qui est décrit dans les livres, là. Maintenant, pour qu'un fossile apparaisse, si vous avez un aquarium avec plusieurs poissons, là, puis il y en a un qui meurt demain, dans 1 an, là, votre poisson, est-ce qu'il va être encore là? Si vous ne l'enlevez pas, là, vous le laissez là. Au bout d'1 an, là, votre poisson sera plus là, les autres vont s'en être chargés. Ils vont l'avoir décomposé, ils vont l'avoir grignoté, il va finir par plus rien rester de votre poisson. Fait que pour qu'un fossile apparaisse, il ne s'agit pas juste que l'animal meurt puis il tombe dans le fond de l'eau puis ça va faire un fossile. Il faut qu'il soit enterré par des sédiments puis assez rapidement. Sinon, il va se décomposer, il va se faire manger. C'est la même chose, vous avez un animal chez vous qui meurt, vous l'enterrez dans le jardin. Si vous retournez dans 10 ans, là, vous allez peut-être trouver les os, mais vous ne trouverez pas une empreinte sur de la roche là, fossilisée. Parce qu'il faut qu'il y ait des sédiments qui l'enterrent, qui se décomposent, mais par pression puis par chaleur. Puis là, il va laisser une empreinte. Fait que pour qu'un fossile se forme, ça prend quelque chose de rapide. Fait que dans les livres, là, souvent, comme ce livre-là, on voit l'illustration, le poisson meurt, il tombe dans le fond, puis là, tout d'un coup, il laisse une empreinte. Mais ça se passe pas comme ça. Si un poisson meurt présentement dans le fond d'un océan, là, il y a plein de bébites qui vont être bien contentes de le manger, puis il restera pas rien. Fait que pour qu'il y ait un fossile, il faut qu'il soit enterré rapidement. Faut pas que les autres organismes aient la chance de faire la passe, on pourrait dire, là, de le gruger. Fait que, des exemples de ça, celle-là, c'est un très bel exemple. On voit un poisson qui est fossilisé avec je sais pas si vous voyez la queue de l'autre poisson ici. Il était après mangé.
Fait que lui, il était bien vivant, puis c'est pas parce qu'il s'est étouffé puis il est tombé dans le fond puis il est mort comme ça. C'est parce qu'il s'est fait ensevelir très rapidement. Puis des exemples comme ça, il y en a plusieurs. Il y a des exemples de poissons qui sont après donner naissance à des bébés, puis tu les vois après, le bébé est après sortir, ça ressemble un petit peu à des mammifères, là, comme les baleines, tout ça, où est-ce que le bébé sort en même temps. Mais c'est intéressant. Après ça, les formes intermédiaires, qu'est-ce qu'on a? On est supposé en avoir des millions encore. Fait qu'ici, c'est le sélacanthe. Pendant plusieurs années, le sélacanthe était considéré comme le chaînon manquant entre le poisson et le reptile, à cause de l'adaptation de ses nageoires en pattes. On oubliait qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir des pattes pour être un reptile. La peau, les yeux, les poumons, le système reproducteur devaient également s'adapter à la vie terrestre. Puis ici, on avait le poisson, le sélacanthe. Il avait trouvé un fossile, le sélacanthe, puis il disait, regardez ça, le fossile. On dirait que ses nageoires sont après devenir des pattes. Fait que là, ils ont dit, ben ça, c'est le chaînon manquant dans les fossiles. Mais, un petit peu plus tard, dans les années 1980, je pense, ils ont trouvé le sélacanthe en faisant de la plongée, puis on voit quelqu'un qui s'est fait poser à côté. Mais cette créature-là, elle n'a pas du tout l'air de vouloir aller sur la terre, là. Je sais pas si vous constatez comme moi, là. Elle est bien dans l'eau, puis si vous l'amenez en dehors de l'eau, là, elle va pas survivre. Fait que ça, c'est un exemple. Ça, le sélacanthe, c'est encore dans les livres d'école aujourd'hui comme un des chaînons manquants. Pourtant, on le voit bien que ça nage aujourd'hui, puis c'est avec dans la catégorie des poissons et non pas des chaînons manquants. Un autre qui est vraiment intéressant, c'est la baleine. Tantôt, je parlais de l'évolution qui était verticale. Pour les baleines, c'est un mammifère. Hein? Je ne sais pas si vous aviez déjà réalisé, il faut qu'ils respirent en dehors de l'eau. Puis c'est pas comme un poisson qui vit dans l'eau. Fait que la baleine, elle, sa chaîne évolutive, c'est qu'il a fallu qu'il y ait un organisme simple, une bactérie qui apparaisse, qui forme les mammifères. Puis là, après ça, le mammifère a décidé de retourner dans l'eau. Fait on sort de l'eau, on devient un reptile, mammifère, puis là, le mammifère décide de retourner dans l'eau. Fait que pour expliquer leur théorie, les évolutionnistes ont commencé avec une espèce qui s'appelait Pachysitus. Puis, qu'est-ce qu'ils avaient trouvé? On le voit pas très bien ici. Quand ils ont fait fait leur théorie, ils avaient trouvé les os ici de la tête, puis un os ici de mâchoire. Fait qu'ils avaient fait le premier dessin du Pachysitus, un mammifère qui allait dans l'eau pour se nourrir, pour attraper des poissons. Fait qu'ils avaient dessiné ça. Puis ça fitait pas mal bien avec leur théorie. Plus tard, ils ont trouvé le reste du fossile. Fait que l'animal, finalement, c'est à ça qu'il ressemble. Si on lui met de la chair autour, un petit peu, il ressemblerait un genre de gros rat géant. Ça peut être la grosseur d'un chien, ça, un labrador. Fait que, est-ce qu'on est en train de voir un animal qui veut retourner dans l'eau quand on regarde ça? Pas vraiment, hein? Mais si on regarde dans les livres aujourd'hui, ça, c'est encore un des ancêtres de la baleine. Fait que, si on continue, le deuxième animal dans la liste, là, ici on voyait le Pachysitus au début, là, le deuxième, c'est l'Ambulocetus. Puis lui, qu'est-ce qu'il avait trouvé au départ? On le voit pas très bien, mais il avait trouvé les os ici, les os de la patte là, puis un os là, de la jambe arrière. C'est ça qu'il avait trouvé au départ. Fait qu'il avait dessiné un animal, encore une fois avec les bouts d'os qu'il avait trouvé. Ils ont dessiné un animal qui avait les pattes qui traînent en arrière pour s'en servir comme nageoire. Un petit peu. Parce qu'il n'avait pas trouvé le bassin. Hein, le bassin, nos os qui attachent les jambes, qui fait qu'on peut les bouger. Fait qu'il avait dessiné un animal qui ressemble un petit peu à un phoque. Le phoque, tu sais, qui a comme une queue qui se fait aller, mais lui, là, il avait dit, bon, mais lui, il a des pattes, fait que ça va être les pattes qui se font aller. Plus tard, ils ont trouvé le reste du squelette, puis ils ont vraiment un bassin. Puis on le voit ici, le squelette, avec son bassin qui attache les pattes. Ils ont quand même laissé les pattes qui traînent en arrière quand ils l'ont remonté, parce que ça va bien avec la théorie, mais un animal qui a un bassin comme ça, qui a des rotules pour les genoux, puis tout ça, c'est plutôt comme ça que ça se tient. Mais dans les livres, c'est encore laissé de cette façon-là, pour montrer que c'est un animal qui était typiquement juste aquatique, un mammifère aquatique. Puis là, ensuite, on parle d'animaux qui ont peut-être la grosseur d'un labrador. Ça ressemble pas du tout à une baleine, hein? Ceux qui ont vu des baleines, là, les vrais, là. C'est pas à ça que ça ressemble. Si on va plus loin dans la chaîne, on voit ici le Basilosaurus. Ça, c'est l'Ambulocetus, là, c'est la proportion versus lui, là. Vous voyez le petit carré noir, là, ça l'est notre Ambulocetus. Fait que quelques millions d'années plus tard, là, on était rendu avec un animal de 10 fois plus grand, qui vivait complètement dans l'eau, puis qui était adapté pour la vie sous-marine. Moi, quand je vois ça,
Je trouve que cet animal-là, il avait l'air bien fait pour vivre dans son milieu. Il avait pas l'air d'être en transition ou vouloir changer. Mais ça fait quand même partie d'une chaîne évolutive qui apporte à la baleine. Fait que, suivant ça, on aurait eu l'apparition des baleines, éventuellement. Fait qu'il y a des gros gaps à considérer là-dedans, puis à bien voir. Qu'est-ce que ça manque aussi pour qu'on puisse retourner dans l'eau? Ça fait que notre capacité pulmonaire augmente. Il faut que les baleines, ils vivent là, ils plongent, là, puis ils peuvent rester plusieurs minutes là, en dessous de l'eau. Il y a une meilleure capacité pulmonaire. Ça prend une queue puissante pour adapter pour la nage. Ça prend des yeux aussi qui sont capables d'aller sous l'eau. Nous autres, aujourd'hui, on va aller en dessous de l'eau, puis on va trouver ça dérangeant, là, l'eau dans les yeux tout le temps. Ça prend des oreilles pour la pression, ajuster la pression. Il faut perdre des poils. Ces animaux-là, au début, ils avaient tous des poils. Faut perdre ces poils-là. Il faut que les narines ici, ils se déplacent pour aller sur le dessus de la tête. Puis, il faut qu'on soit capable aussi d'allaiter sous l'eau. Hein, le petit bébé, la baleine, là, il est allaité, lui. Il est allaité où? En dessous de l'eau. Fait qu'il y a plein de changements. Puis là, quelques-uns des changements qu'il faut qu'ils se passent. Mais c'est pas juste de montrer une chaîne d'animaux qui se ressemblent pour arriver à une baleine qui fait que c'est possible. Il faut aussi l'expliquer, puis expliquer qu'est-ce qui s'est passé au travers. Fait que ça prend des millions de changements, pas juste quelques changements pour arriver à une baleine, comme on peut voir. Puis qu'est-ce que les fossiles nous enseignent, plutôt? On voit le sélacanthe ici, tantôt, là, le chaînon manquant entre le poisson et le reptile, mais il est daté de 65 millions d'années, puis on a retrouvé des pareils présentement. Il y en a plusieurs là, dans la mer proche d'Australie, ça, c'est surtout là qu'ils se tiennent. Mais il y en a plusieurs, puis ils l'ont même déjà trouvé dans des marchés publics. Quelqu'un qui en vendait, là, un marché, il avait attrapé ce poisson-là, puis il en vendait pour manger. On a des crevettes tapodes, ça, c'est supposé avoir 250 millions d'années. On voit la petite trace, là. Mais ils sont encore identiques aujourd'hui. Ils n'ont pas changé en 250 millions d'années. On a le monde des végétaux, on a un peu la même chose. Hein. Le pin de Wollemi, il a été découvert en 1994, puis on pensait qu'il était éteint depuis 150 millions d'années. Quand on le place dans le registre fossile, là, il le place à 150 millions d'années. Ils l'ont redécouvert présentement, puis en Australie, puis il n'a pas changé. Il est identique, encore pareil. La limule, ça ressemble à un crabe, ça fait partie de la famille des araignées, c'est un petit peu bizarre, mais on voit le fossile ici, il est supposément vieux de 190 millions d'années, puis on le retrouve aujourd'hui identique. Puis moi, dans le laboratoire où je travaille, je me sers d'une protéine du sang de cet organisme-là pour faire des tests en passant. Puis ça est supposé avoir 190 millions d'années, puis aujourd'hui, c'est encore identique. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Les fossiles nous enseignent que la sélection naturelle favorise le maintien des espèces. Pas le changement, mais ça favorise plutôt un maintien. Pourquoi? Parce que la sélection naturelle peut seulement sélectionner ce qui est présent dans un organisme. Elle ne peut pas sélectionner ce qui n'existe pas. Donc, la sélection naturelle qui agit sur un reptile ne peut pas sélectionner des plumes parce que le reptile n'a pas d'information génétique pour faire des plumes. Le poisson, tout à l'heure, le sélacanthe, là, la sélection naturelle ne peut pas lui sélectionner des pattes. Parce que dans son code génétique, il n'y a rien qui lui dit qu'il faut qu'il fasse des pattes. Fait que ça ne pourra jamais être sélectionné. La même affaire, on ne peut pas faire apparaître des plumes. Demain, là, vous allez vous réveiller, faites-vous-en pas, vous n'aurez pas des plumes qui vont vous pousser sur le dos. Parce que vous n'avez pas cette information-là génétique. Fait que la sélection naturelle, c'est un processus conservateur. Ça travaille avec qu'est-ce que ça a déjà. Ça ne crée rien de nouveau. Faut jamais perdre ça de vue. La sélection naturelle va rien créer de nouveau. Ça travaille avec qu'est-ce que ça a, qu'est-ce qu'on a présentement. OK, hier, on a parlé de la complexité irréductible qui faisait que l'apparition de la vie, c'était impossible. On a regardé une trappe à souris, puis si on enlève un élément, il n'y a plus rien qui marche. Mais comment est-ce que la sélection naturelle peut expliquer des choses complexes? On va regarder ici une bactérie. On a agrandi une bactérie 50 000 fois. Puis, si on regarde ici, ça c'est un de ses cheveux, là, un flagelle qu'on appelle. Ça, c'est connecté après la bactérie, puis ça sert à la bactérie à se déplacer. Il y a 40 parties là qui sont connectées ensemble pour faire un flagelle. C'est comme un peu le moteur, tu as les barres joints avec les disques, puis tu as un shaft, puis après ça, ça tourne. C'est vraiment ça, là, ça tourne. À la vitesse que ça tourne à 100 000 tours par minute.
100 000 révolutions en 1 minute. Un auto, là, quand on la fait tourner pas mal, là, c'est autour de 5 000 tours par minute. Mais elle, c'est 100 000 tours par minute. Puis c'est capable d'arrêter puis partir dans l'autre côté en 1/4 de tour. Fait que, si vous essayez ça avec votre auto, là, vous le faites révolutionner à 5 000 là, par en avant, puis vous vous mettez sur le reculon, puis vous partez de l'autre bord à 5 000. Là, vous m'en redonnerez des nouvelles. Non, essayez pas ça. Je vais avoir des factures, pas des nouvelles que je vais avoir. Mais ça, c'est une bactérie. Ça prend 40 éléments différents, puis ça se met tout ensemble. S'il en manque un, ça sert plus à rien. Hein? On comprend bien ça. Comment la sélection naturelle peut expliquer l'apparition aussi simple qu'une flagelle, une flagelle de bactéries? Hein? Ben, ça peut arriver seulement si les 40 parties apparaissent en même temps. Sinon, il ne s'agit pas d'un avantage, fait que la sélection naturelle va l'éliminer, éliminer les composantes inutiles. La vraie réponse, c'est que la sélection naturelle ne peut pas produire la flagelle, mais elle peut seulement agir si la flagelle est déjà présente. Si j'avais ma belle flagelle ici, là, puis j'ai pas le moteur, fait que qu'est-ce que ça fait? Même si j'ai tout le reste, là, j'ai finalement, la bactérie, elle a un genre de grand fil qui pend, puis qui sert à rien. Il peut pas bouger, il peut pas rien faire. C'est-tu un avantage pour la bactérie? Pas du tout, même ça va y nuire. Il va y avoir plus de choses qui vont accrocher après, plus de chances qu'elle se fasse attraper. Fait que, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Si c'est pas un avantage, la sélection naturelle a dit que ça va l'éliminer. Fait que cette bactérie-là devrait disparaître avec le temps. Fait que, si on veut que ça soit un avantage, il faut que les 40 morceaux arrivent en même temps, que ça soit fonctionnel. Sinon, ça peut pas arriver. Ça peut pas exister. C'est simple, hein, pourtant une bactérie, c'est ça qu'on pourrait penser. L'autre chose, un œil. Un autre exemple, la complexité d'un œil. Un œil a un avantage. Il peut être sélectionné seulement s'il est fonctionnel. S'il manque seulement une partie, alors il ne sert à rien, et cela, peu importe l'espèce. Si aujourd'hui vous avez des yeux, vous pouvez voir la présentation, mais voilà plusieurs millions d'années, vous aviez juste le globe. Vous n'aviez pas rien connecté au cerveau. Ça aurait servi à quelque chose? Pas vraiment. Hein? Ou vous n'auriez pas eu aucune cellule qui est capable de capter la lumière. Ça n'aurait rien servi. Vous n'auriez pas eu un cristallin pour pouvoir faire le focus, pour bien voir. Ça n'aurait rien servi. Fait que pour que l'œil soit fonctionnel, il a besoin de toutes ces parties. Puis qu'est-ce qui est intéressant dans ça, dans la création, puis qu'est-ce que Dieu a fait, c'est qu'il y a au moins 4 types de yeux différents, comme nous autres, les mammifères. On peut après ça avoir les yeux des insectes. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. C'est comme plein de... Ils voient comme une boule de disco un peu. Fait que ça, c'est bien, bien différent. Après ça, tu as des yeux comme les caméléons, ou les yeux comme des crustacés ou des homards qui sont différents. Fait qu'il y a différents types de yeux, puis ils sont pas reliés. Il n'y en a pas un qui est comme l'ancêtre de l'autre. L'œil de l'insecte n'est pas l'ancêtre de l'œil du crustacé, ou le crustacé n'est pas l'ancêtre de l'œil du reptile, qui n'est pas l'ancêtre de l'œil comme de l'homme. Fait qu'il a fallu qu'il ait évolué 4 fois séparément, selon leur théorie. Fait qu'il a fallu qu'il apparaisse 4 sortes de yeux par hasard dans différents types d'organismes. Fait que ça, c'est toujours quelque chose qui est vraiment intéressant à constater. Notre œil, présentement, là, à chaque instant, simultanément, il enregistre à peu près 1 500 000 informations. À chaque seconde, là, ça, c'est qu'est-ce qu'il capte, qu'est-ce qu'il traite comme signal. Fait que c'est énorme, là. Puis s'il manque une partie, comment est-ce qu'il enregistre l'information? 0. Fait qu'il faut que tout soit là en même temps, sinon ça fonctionne pas. Une autre chose, pourquoi quand on se coupe, là, ben on meurt pas au bout de notre sang? Moi, je remplis une ballonne d'eau, puis je fais un petit trou dedans, là, elle va couler jusqu'à temps qu'elle va se vider. Pourquoi, moi, quand je me coupe, je meurs pas au bout de mon sang? Mais c'est parce qu'on coagule, hein, notre sang coagule. Puis, je vais vous montrer c'est quoi. Ça, c'est la coagulation, la cascade de coagulation. Si c'est une coupure externe, ben, il y a un facteur qui va s'activer, qui va activer un autre, qui va en activer un autre, puis ça fait comme une cascade. Puis au bout de tout ça, hop, il y a un petit caillot qui se fait, puis j'arrête de saigner. La même affaire si c'est un bleu. Hein, quand on a un bleu, c'est une ecchymose, ça saigne à l'intérieur. Mais c'est la même affaire. Il y a une autre cascade qui se fait à l'intérieur, puis finalement, une protéine qui active une protéine, qui fait que, le sang arrête de couler. C'est un peu compliqué, hein? Quand on regarde ça, là, tout le schéma, là, pourquoi c'est compliqué comme ça? C'est une bonne question. Hein? Mais si ce serait pas compliqué, on coagulerait n'importe quand, puis là, ce serait le contraire, on boucherait, tous nos tuyaux seraient bouchés. Mais ça prend de la complexité, hein?
Puis, pour que notre sang coagule, on a besoin de tous les facteurs et les protéines. S'il y en a un qui est absent, il n'y a pas de coagulation. Mettons celui-là, il est absent. Mon sang ne coagulera pas. J'ai besoin de tout, là, pour que ça se fasse là, jusqu'à la fin. Il y a des gens qui souffrent de maladies qui s'appellent l'hémophilie. Les gens qui sont hémophiles, c'est qu'ils ont des facteurs qui sont absents ou abîmés, qui ne fonctionnent pas bien. Ces gens-là, ils ont besoin des transfusions, ils ont besoin de médication. Maintenant, on est capable de les traiter. Puis ils ont une espérance de vie pas mal plus haute. Mais avant ça, là, ils mouraient très, très jeunes. Une coupure, le sang n'arrêtait pas. Là. Mais ces gens-là, si vous leur demandez, est-ce que c'est important que tous les éléments de la chaîne, la cascade de coagulation soient là, ils vont vous dire oui, c'est important. Parce que moi, il m'en manque une, puis à cause qu'il m'en manque une, je peux pas faire de sport, parce que si je me cogne, j'ai un bleu, mais je serai plus capable de guérir, ou je peux pas prendre de couteau, c'est trop dangereux, ou c'est vraiment important. Tous ces éléments-là. Comment la sélection naturelle peut sélectionner pour l'apparition de la coagulation essentielle à un être vivant avec une circulation sanguine? Il faut que la sélection naturelle, un jour, sélectionne. Mais pour que ça fonctionne, un peu comme la bactérie qui prenait 40 parties, mais il fallait que tous ces éléments-là soient là en même temps. Sinon, ça coagule pas. Fait qu'on serait mort au bout de notre sang. L'autre question que je voudrais poser, c'est comment la circulation sanguine pouvait exister avant qu'il y ait de la coagulation. N'importe qui se coupait et mourait. C'était fini là. Si la coagulation n'était pas là, n'importe quel animal, n'importe quelle personne, s'il se coupait, mourait. Fait qu'il fallait que la coagulation existe déjà. Là. Sinon, mais on n'avait pas de chance. C'était trop tard pour nous autres. La cascade de coagulation a dû apparaître avec tous les facteurs et protéines fonctionnelles en même temps, puis en même temps que la circulation sanguine. Sinon, ça marche pas. Quand on voit ça, là, un flagelle, il faut que les 40 parties arrivent en même temps. Quand on voit qu'un œil, il faut que toutes les parties soient là en même temps. Quand on voit que pour coaguler notre sang, il faut que tous nos facteurs, les protéines soient là en même temps. Ça parle-tu plus d'une création ou d'un processus lent qui s'ajoute petit peu par petit peu? Ça parle beaucoup plus de la création. Hein. Faut pas perdre ça de vue, la complexité des choses du vivant dans lequel on est. Maintenant, qu'est-ce que Darwin a observé, lui, quand il a parlé de sélection naturelle? Parce qu'il y avait une base à quelque part. Darwin, il avait observé des pinsons. Puis il avait vu que les pinsons avaient des becs adaptés à leur milieu. Puis il avait conclu que les pinsons avaient évolué. Fait qu'il y a un pinson qu'il fallait dans son milieu, il avait des grosses noix dures, il avait un gros bec charnu, puis il pouvait casser les noix puis se nourrir. Un autre pinson que lui, il fallait qu'il aille dans les arbres, chercher des insectes, il avait un bec fin, pointu, dur, qui pouvait picosser les arbres, chercher les insectes. Fait que là, il voyait tous les pinsons sur les différentes îles, les îles Galapagos. Puis là, il disait, hey, ils ont évolué, ils se sont adaptés à leur milieu. OK. La question est, voyons-nous de l'évolution? L'évolution, si vous vous en souvenez, c'est vertical, hein? On part de quelque chose de simple, puis on le complexifie par ajout d'informations génétiques. Hein? L'évolution, c'est de l'ajout d'informations génétiques. Est-ce qu'on observe l'ajout d'informations génétiques chez les pinsons? Non, un pinson, ça reste un pinson. Bon, vous le schématisez autrement. Si on a une maman pinson puis un papa pinson, le gros B, c'est pour un gros bec, le petit B, c'est pour un petit bec. Fait que là, on a une maman pinson avec un bec moyen. Elle a les gènes pour faire le gros puis pour faire le petit. Le papa, il est arrangé comme la même façon. Un gros B puis un petit B. Un gros bec puis un petit bec. Là, ces pinsons-là, ils ont des enfants. Ils en ont 4. Ils ont 4 petits pinsons. Mais les chances qu'ils ont, mathématiquement, d'avoir des enfants, ils vont avoir des enfants différents. Ils vont avoir des enfants qui vont avoir le gros bec de la maman puis le gros bec du papa. Fait que là, on se ramasse avec un pinson avec un gros bec. Ils vont avoir 2 enfants qui vont être identiques aux parents. Ils vont avoir un gros bec puis un petit bec. Puis il va avoir un pinson qui, lui, est dans la même famille que les autres, mais lui, il a hérité du petit bec de sa mère puis du petit bec de son père. Fait qu'on se ramasse avec un pinson avec un petit bec. Fait que dans la même famille, la variété des gens en partant. Ceux qui ont des familles aussi avec plusieurs enfants, mais vous voyez qu'il y a de la variété. On n'est pas tous pareils sur le même moule, sauf qu'on se ressemble un petit peu à quelque part. Mais ça a toujours resté un pinson. On avait un pinson avec un gros bec, des petits becs et des becs moyens. Sur l'île de cette famille pinson-là, il arrive une grosse catastrophe. Tous les petits arbres fruitiers meurent. Puis les seules choses qui restent, c'est les grosses graines dures qui vont tomber à terre puis qui sèchent. Qu'est-ce qui va se passer sur notre île avec nos pinsons? Mais les seuls pinsons qui vont être capables de survivre puis se nourrir, c'est les pinsons avec les gros becs. Les autres,
c'est triste, mais ils seront pas capables de casser les graines, de se nourrir. Fait que qu'est-ce qui va arriver avec notre population de pinsons? Est-ce qu'on va gagner de l'information génétique ou on va en perdre? On va en perdre. Qu'est-ce qu'on perd? On perd toute la possibilité de faire des pinsons avec des petits becs. C'est perdu, ça, maintenant. Qu'est-ce que Darwin a observé? C'est ça. Il a observé des animaux qui s'adaptent à leur milieu. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que ces pinsons-là, aujourd'hui, là, s'ils changent d'île, puis parce que ça vole, les oiseaux, mais ils peuvent encore s'accoupler ensemble. Un pinson qui a un grand bec pointu avec un qui a un petit bec, ils peuvent encore s'accoupler ensemble puis avoir des enfants qui vont être différents un de l'autre. Ça prouve une chose, c'est qu'ils sont dans la même famille, dans la même espèce, dans le même genre, dans la même sorte, comme Dieu a dit. Fait que, qu'est-ce qu'on voit? C'est une adaptation au milieu, c'est de la sélection naturelle. Ça, c'est observable encore aujourd'hui, mais c'est pas de l'évolution. Le pinson, il est resté un pinson. Il n'a pas évolué, il n'a pas eu des nouvelles caractéristiques qui sont apparues. Des autres exemples qu'on voit dans les livres des manuels scolaires, c'est les phalènes, c'est des papillons. Avant 1845, les phalènes claires étaient beaucoup plus répandues en Angleterre. C'est ceux-là ici. Là, on le voit bien ici, là. Je l'ai encerclé parce qu'il est camouflé. Puis ceux-là étaient vraiment beaucoup plus répandus en Angleterre avant 1845. Mais après la révolution industrielle, c'est le contraire. C'est les foncés qui étaient le plus répandus. Puis là, ils les représentent sur des écorces d'arbres. Puis ils disent que, à cause de la révolution industrielle, les arbres sont devenus plus pollués, les écorces étaient plus foncées. Fait que l'exemple qui est donné, c'est ça. Qu'est-ce que ça l'explique? Est-ce que le phalène a évolué ou est-ce que le papillon a évolué? S'agit-il d'évolution? Est-ce qu'on voit de l'ajout d'informations génétiques? Est-ce que vous voyez quelque chose qui monte verticalement? Le papillon reste un papillon, hein? Fait qu'il n'y a pas rien, mais c'est plutôt une adaptation. Le papillon s'est adapté à son milieu. Cet exemple-là, juste pour peut-être en parler un petit peu, c'est important qu'on le sache. Les papillons comme ça, là, ils vont jamais se poser ces troncs d'arbres en passant. Les gens les ont collés dessus pour prendre les photos, pour expliquer quelque chose, expliquer un phénomène d'adaptation. Le phénomène, il est réel. Là. Les animaux peuvent s'adapter à leur milieu, mais l'exemple qu'ils ont pris, c'est un exemple falsifié. Là. Les papillons, ils vont jamais se cacher ces troncs d'arbres comme ils faisaient là. Fait que juste pour vous donner une petite idée. Mais l'adaptation, ça existe. Puis pour vous le montrer, on a ici des poissons, des goupies, qui sont dans le lac numéro 1. Ça, c'est à l'état sauvage. Ces poissons-là, ils ont des prédateurs et tout ça, puis ils sont plus petits. Un jour, ces poissons-là, ils ont été transférés dans un deuxième étang où il y avait juste un prédateur. Puis le prédateur s'attaquait juste aux plus petits goupies. Il n'était pas capable d'attaquer les gros poissons. Qu'est-ce que ça l'a fait? Dans l'espace de 4 ans. Dans l'espace de 4 ans, les goupies sont devenus plus gros. Ils étaient plus gros dans ce lac-là. Il y avait leur maturité sexuelle plus tard. Ça veut dire qu'il y avait des enfants plus tard. Il y en avait beaucoup moins, mais les bébés qu'il y avait étaient déjà plus gros. Puis ça s'est passé à un rythme de 10 à 10 000 à 10 millions de fois plus rapidement que qu'est-ce que les évolutionnistes pensaient. En 4 ans, ça s'est passé. Que le poisson est devenu beaucoup plus gros. Est-ce que on parle d'évolution? Le poisson, le goupy, il ressemble encore à un goupy. C'est juste qu'il a été sélectionné génétiquement. Les prédateurs mangeaient les petits, fait que qu'est-ce qui restait? Les plus gros. Les plus gros, plus grands, plus costauds, qui s'accouplent avec un plus gros, plus grand, plus costaud, ça donne des enfants plus gros, plus grands, plus costauds. Fait que, au bout de 4 ans, les goupies, ils avaient été rendus plus gros, plus grands, puis il y avait des enfants plus gros et plus grands. Mais ça, c'est pas de l'évolution. Ben non, le goupy est demeuré un goupy sans qu'il y ait eu l'apparition de nouveaux gènes. Il n'y a pas aucun nouveau gène qui est apparu à ce niveau-là. Pourtant, c'est un changement observable aujourd'hui encore. Qu'est-ce que la sélection naturelle parle? On reprend notre exemple du chien-loup ou du loup. Toutes les espèces de chiens viennent d'un ancêtre commun qui ressemblait à un loup. Est-ce qu'il s'agit d'évolution? Non, on ne voit pas d'ajout de nouveaux gènes, mais on voit plutôt une perte d'informations génétiques. Comme je disais, là, on est parti d'un loup, puis là, il y a eu de l'adaptation, des différentes mutations, puis on arrive à un caniche ou un chien beaucoup plus petit. Là. Mais il n'y a pas eu d'évolution. Là. Le chien, il a gardé les caractéristiques d'un chien, mais en perdant de l'information. Perdant de l'information génétique. Aujourd'hui, les chiens peuvent tous s'accoupler entre eux autres. Hein, même si un petit ou un gros, là, ils ont toute la capacité encore. C'est pas recommandé, là, mais ils ont encore toute cette capacité-là.
Ça prouve qu'ils viennent de la même espèce, du même genre. Conclusion. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion? Le registre fossile ne démontre pas de changement d'une espèce vers une autre différente. Il n'y a pas de forme intermédiaire. On serait supposé de voir des millions de formes intermédiaires, vu qu'il y a plein de branches, puis chaque branche devrait avoir, à la jonction de deux branches, on devrait avoir une espèce intermédiaire. On n'en connaît pas, il n'y en a pas. Il y en a, les évolutionnistes en présentent, ils sont très discutables, puis même entre eux autres, ils s'entendent pas là-dessus, fait que on peut facilement dire qu'il n'y en a pas des documentés que les gens s'entendent. La sélection naturelle, c'est un processus conservateur. On voyait des fossiles, au bout de 250 millions d'années, le fossile puis l'organisme vivant, ils sont encore pareils. Parce que la sélection naturelle sélectionne qu'est-ce qui existe déjà. Il n'invente rien de nouveau. Pas perdre ça de vue. On sélectionne des caractéristiques qui sont présentes. Je veux dire, la sélection naturelle n'explique pas le changement d'une espèce à une autre, mais plutôt la variété à l'intérieur d'une espèce. La variété au niveau des oiseaux, des pinsons, la variété au niveau des chiens, la variété au niveau des papillons. Ça n'explique pas le changement, par exemple, d'une grenouille vers un reptile ou d'un reptile vers un mammifère. Mais ça va expliquer qu'il y a beaucoup de variété au travers des espèces qu'on peut voir. La sélection naturelle ne nécessite pas des millions d'années. La sélection naturelle, ça se fait tous les jours autour de nous autres. On n'en voit pas. Les plus forts survivent, les plus faibles, ils meurent. Dans le monde naturel, c'est sûr que les hommes avec une conscience, plutôt nous autres, on s'entraide puis on promouvoit pas ça. Mais dans le milieu naturel, là, le plus faible, il se fait mettre en dehors du troupeau pour que les lions le mangent puis ils le laissent faire. Puis c'est des choses qu'on observe. Mais fait que ça existe la sélection naturelle, puis on le voit tout le temps ça. La spécialisation des espèces est souvent accompagnée d'une perte d'information. Notre pinceau à gros bec, il est rendu très spécialisé, lui, pour les grosses noix. Malheureusement, il ne pourra plus jamais retourner avec un petit bec. Maintenant, il y a juste l'information pour les gros becs. Fait que qu'est-ce que ça l'enseigne? C'est que la sélection naturelle fait que, au bout du compte, on va en perdre l'information. On ne va pas en gagner. OK. On va passer un petit peu de temps dans la parole. Qu'est-ce que la Bible nous parle par rapport à la création? Romains 1. Romains 1, on va lire les versets 18 à 23. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en l'image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Selon ce passage-là, Dieu révèle sa grandeur, ses perfections, sa puissance, sa divinité au travers de sa création. Puis il dit, avec tout ce qu'on a autour de nous, on devrait voir Dieu. On devrait voir sa grandeur, sa puissance, on devrait voir sa majesté. On devrait être capable de le voir. Puis sinon, on est inexcusable. Le passage dit que les hommes ont changé la sagesse de Dieu en folie. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, puis ils ont commencé à adorer la créature au lieu du Créateur. L'homme étant le chaînon ultime, puis on est l'organisme le plus évolué, puis on voit qu'on met l'homme sur un piédestal. C'était déjà expliqué dans Romains, ce problème-là. Dans le psaume 19, on l'a lu tout à l'heure, je vais juste prendre la peine de relire les 5 premiers versets. Au chef des chambres, psaume de David, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son n'est point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil. La création raconte la gloire de Dieu. Dieu, au travers de sa création, a manifesté sa puissance, puis dans le psaume 19, ça dit que
la création, puis les êtres vivants, puis qu'est-ce que Dieu a fait, ça le raconte, ça t'apprend à en parler de la gloire de Dieu. Dieu lui-même, dans Isaïe 45, verset 11-12, dit « Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'œuvre de mes mains? C'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ai créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux et c'est moi qui ai disposé toutes leurs armées. » Dieu lui-même dit que c'est lui qui a fait les cieux et la terre. Dans ce passage-là, on peut le voir. Dans les autres passages, on voyait que la nature en parlait, mais là, on voit que Dieu le dit lui-même, en plus des auteurs qui n'ont parlé puis l'ont expliqué comment c'est fait. Fait que quand on dit que la terre a été créée par Dieu, c'est qu'on croit en Dieu. Si on dit que la terre vient du hasard, les organismes vivants, l'homme a été fait par le hasard, c'est qu'on ne croit pas en Dieu puis on fait Dieu menteur dans ce passage-là. Mais qui est le Créateur? Jean 1, versets 1 à 4. On va voir 3 passages qui nous parlent de ce Créateur-là. Jean 1, versets 1 à 4. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Si on arrête là, on se dit, bon, c'est qui la parole? Il faut aller un petit peu plus loin, on va le voir plus clairement au verset 14. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La parole, c'est le Fils unique venu du Père. La parole, c'est Jésus-Christ. Au verset 3, ça disait, toutes choses ont été faites par elle, rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. La parole a créé toutes choses, donc Jésus a créé toutes choses. Colossiens 1, un autre passage qui parle dans le même sens. Colossiens 1, les versets 15 à 17. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Le Fils qui est l'image du Dieu invisible, la représentation parfaite de Dieu, parce qu'il est Dieu le Fils. Hein? Le premier-né de la création, ça c'est celui qui est le devant, il était avant la création, il est, comme on pourrait dire, il domine sur la création. Ça ne veut pas dire que lui est une créature. Hein? Puis c'est au verset tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose subsiste en lui. Ça parle de Jésus encore. Le Fils a créé toutes choses et il soutient toutes choses. Jésus-Christ. On voit dans Jean, Jésus-Christ a créé toutes choses. La parole, le Fils, l'image de Dieu. Jésus-Christ dans Colossiens qui a créé toutes choses. Hébreux. Je pense que Dieu voulait que ce soit clair pour les hommes qui voudraient fouiller et croire en sa parole. Hébreux 1, versets 1 à 3. Après avoir autrefois et à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il fait la purification des péchés. Il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les cieux très hauts. Hein? L'empreinte, c'est la représentation parfaite de Dieu, qui est le Fils, Jésus-Christ, le Fils révélé aux hommes dans les derniers temps. Par lui, il a créé l'univers. Par le Fils, par Jésus-Christ. Hein? Le Fils a créé toutes choses. Ce Fils-là, c'est Jésus. Ces passages nous disent tous que Jésus est égal à Dieu. Un ne va pas sans l'autre. Puis que Dieu a été fait homme. Hein? La parole a été faite chair. Après ça, Jésus-Christ, dans les derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi. Le Fils est venu sur la terre. Fait que la parole était Dieu, l'image du Dieu invisible, l'empreinte de Dieu. Ça, c'était Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que Jésus est venu faire sur terre? Mais qu'est-ce que Jésus, le Dieu créateur, qui avait fait toute cette magnifique création-là, est venu faire sur la terre? C'est une bonne question, hein? Mais Jésus a répondu à cette question-là
à des gens qui n'étaient pas vraiment intéressés de le savoir. Dans Luc 5, on va aller lire. Luc 5, les versets 27 à 32. Après cela, Jésus sortit, il vit un publicain nommé Lévi, assis au lieu des payages, et il lui dit, « Suis-moi. » Laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison, et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie? » Jésus, prenant la parole, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Qui sont ces pécheurs-là? C'est ça que Jésus est venu faire. Il dit, je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Fait que Jésus est venu appeler des pécheurs. Le Créateur de l'univers, du monde, de l'homme, il est venu appeler à la repentance des pécheurs. Mais c'est qui ces pécheurs-là? De qui parle? Romains 3, 23, ce n'est un passage qui nous le mentionne. Il y en a plusieurs autres dans la parole qui nous le mentionne. C'est pas le seul. Peut-être le plus connu. Romains 3, 23, ça dit, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tous. Les pécheurs que Jésus-Christ est venu appeler, c'est tous. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 10, selon qu'il est écrit, « Il n'a point de juste, pas même un seul. » Tout le monde est pécheur. Fait que quand Jésus est venu sur la terre, Dieu le Créateur, la parole faite chair, l'empreinte de Dieu, l'image de Dieu, il est venu appeler à la repentance des pécheurs, puis ces pécheurs-là, c'est tous. Tout le monde sont pécheurs à ses yeux. Jésus nous appelle donc à la repentance, à nous reconnaître comme pécheurs, à mettre notre confiance en lui pour notre salut. Romains 19, on est proche. Je l'ai écrit de toute façon, Romains 19. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est ça que Jésus est venu faire, sauver des pécheurs qui se reconnaissent pécheurs, qui reconnaissent que Jésus-Christ est le seul moyen pour aller en la présence de Dieu, que Jésus-Christ est le Créateur de l'homme, Créateur de l'univers. On va prendre un temps dans la prière, parce que je vais laisser la place au pasteur. Seigneur Dieu, je te remercie pour le temps qu'on a eu pour regarder, examiner les exemples de ta création, Seigneur, et de cette création-là qui chante, qui resplendit, Seigneur, ta puissance, ta gloire, qu'on peut voir, Seigneur, qu'on peut contempler, qu'on peut étudier, qu'on peut découvrir et redécouvrir, Seigneur. Mais cette création-là, comme on la connaît, Seigneur, est sous l'emprise du péché présentement. On voit, elle se détériore, Seigneur, et très rapidement, Seigneur. Tu l'avais dit dans ta parole, le salaire du péché, ce serait la mort, pas la mort juste pour nous, les hommes, mais la mort pour tout ce qui nous entoure, et on le voit, Seigneur, et on le constate. Seigneur Dieu, fais que les gens se tournent vers Jésus-Christ, se repentent, le reconnaissent comme le seul vrai Dieu, le seul Sauveur, Seigneur, qui peut changer, Seigneur, quelque chose dans leur vie, dans leur façon d'être, Seigneur, de mort qu'il était, de faire des gens vivants pour toi, pour l'éternité. Dans le précieux nom de Christ qu'on te prie. Amen. Romains chapitre 1 dit « Les perfections invisibles de Dieu se voient comme à l'œil nu quand on les considère dans son ouvrage. » Puis ensuite, ça dit « Ils sont donc inexcusables. » C'est inexcusable pour quelqu'un de ne pas reconnaître Dieu dans sa création. On a vu tellement de beaux exemples ce matin. J'entends si bien présenter tout ça. Et on ne peut faire autrement que de dire « Hey, ça ne peut pas s'avoir fait tout seul. Hein? » Dieu se révèle dans sa création, Dieu se révèle dans la conscience, mais ça nous dit que la foi doit venir de sa parole. Et c'est au travers de la révélation de la parole de Dieu qu'on peut comprendre tout ce que le reste veut dire. Des fois, on peut voir, c'est tellement beau la création, et on devrait normalement vouloir comprendre que ça prenait un créateur. Et il y a une petite voix à l'intérieur, des fois, qui nous rappelle les choses. Et des fois, on ne l'écoute pas. Mais au travers de sa parole, Dieu nous révèle son plan. Et tout pointe dans la même direction, comme Jonathan l'a si bien présenté. Tout pointe vers
le Créateur. Quel bon temps on a eu. Merci Seigneur pour cet avant-midi-là, la bonne information, la bonne parole de Dieu qui nous parle, qui nous fait se souvenir des choses importantes. Et pour chaque enfant de Dieu de se rappeler qu'on peut avoir, comme ça nous dit dans 1 Pierre 3, de répondre avec douceur et respect, mais aussi avec assurance devant quiconque demande raison de l'espérance qui est en nous. On peut le faire fermement avec une assurance. Et très souvent, on est désemparé devant certaines questions parce qu'on ne connaît pas toutes les réponses. Mais on sait, la parole de Dieu a la réponse à toutes les questions, la solution à tous les problèmes. Et on peut s'y fier et on peut le dire avec assurance à des gens qui mettent en doute ce livre-là parce qu'ils pensent que toutes les autres choses sont vraies. Et tandis qu'on sait très clairement que c'est loin d'être aussi vrai que qu'est-ce qu'il voudrait le laisser savoir. Chacun des enfants de Dieu, et pour chaque personne ici ce matin, s'il y a qui que ce soit qui n'a pas encore placé sa foi en Jésus pour le pardon de ses péchés, pour son salut, eh bien, cette histoire-là, on veut la redire encore. Hein? Et on voudrait que vous sachiez que vous pouvez faire confiance à la parole de Dieu pour votre vie éternelle. Et ce même livre qu'on peut faire confiance pour toutes les autres choses. Mais pour savoir que notre destinée est réglée une fois pour toutes, parce que Jésus a tout fait, il a payé le prix, il a payé la dette du fardeau des péchés de tous. Mettez votre foi en Christ, demandez-lui pardon pour vos péchés, demandez-lui de vous sauver, il va le faire.